Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, top départ de la campagne électorale de la présidentielle gabonaise du 12 avril. Le président de la transition mobilise ses soutiens et affiche sa force. En face, une opposition qui veut créer la surprise menée par Alain-Claude Billy Bizet. Une élection à haut enjeu dans un pays en quête de nouveaux souffles. Dadis Camara, gracié ce vendredi. L'ancien chef de la junte guinéenne, condamné à 20 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité dans le procès du massacre du 28 septembre 2009, a été gracié par le général Mamadi Doumbia. Pourtant, le matin même, nous apprenions que les victimes allaient enfin être prises en charge par le gouvernement. Les avocats des victimes vont debout. Nous irons sur place. À la une du focus de ce soir, une question. À qui profite l'or noir africain, le pétrole, promesse de richesse ou mirage, alors que plusieurs pays du continent se lancent dans la course à l'or noir, du Sénégal au Mozambique en passant par la Namibie? Quelles sont les retombées économiques réelles pour les populations? Quel rôle pour les grandes compagnies, les États et la transition énergétique? Ce soir, gros plan sur les enjeux pétrole en Afrique avec un spécialiste de l'énergie, Jean-Pierre Avenec. On ouvre ce journal par le lancement de la campagne présidentielle du 12 avril au Gabon. Près de 40 000 personnes ont été rassemblées pour le premier meeting de Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. Il part favori, fort du soutien d'associations, de syndicats et de l'ex-parti au pouvoir, le PDG. Mais la bataille est lancée. 7 autres candidats sont en lice, dont Alain-Claude Billy Bizet, dernier Premier ministre d'Alain Bongo, qui veut incarner la rupture. À Libreville, Ismaël Obiangzé. Brice Clotaire Oligui Nguema et ses soutiens sont déjà sur le pied de guerre avec ce méga meeting organisé au stade de l'amitié sino-gabonais tout au nord de Libreville. Un rendez-vous de près de 40 000 personnes pour faire le point des 19 mois de cogestion du pays par militaires et civils. On parle beaucoup ici de construction d'infrastructures, routes, hôpitaux, écoles, paiement des bourses scolaires et pensions retraite. Il est question donc du bilan de gestion du pouvoir par le comité de transition, un bilan du CTRI qui justifie aujourd'hui le ralliement de plusieurs forces vives de la nation à la candidature pour la présidentielle du désormais leader du mouvement des bâtisseurs. Pour le 12 avril, nous choisissons Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est aujourd'hui le seul en capacité de relever les immenses défis qui se dressent à l'horizon. La mobilisation est encore moins importante pour d'autres candidats en lice. Alain-Claude Billy Bizet, dernier Premier ministre du régime Bongo, veut quant à lui incarner la rupture avec l'ordre ancien. J'ai agi parce que j'ai travaillé, parce que je me suis trompé, parce que je suis revenu de mes erreurs et je sais ce qu'il faut corriger. L'unique femme sur la liste des prétendants se défend d'être une candidate de complaisance. Zenaba Channing Nyinga dit porter l'ambition des sans-voix. Je ne peux pas être une candidate trafiquée. Vous êtes aujourd'hui venu me recevoir au camp de Boy. Il faut savoir que c'est un quartier qui est désœuvré. Si M. Oligui Nguema a envie de trafiquer au le palais une candidate, il ne viendra pas me chercher moi parce que personne n'aurait parié sur moi comme j'ai tendance à le dire. C'est la première fois depuis 1967 au Gabon qu'une élection présidentielle se déroulera sans un bongo. Les 8 candidats ont 2 semaines pour convaincre. La campagne électorale prend fin le 11 avril à 23h59. L'élection présidentielle est prévue le 12 avril et la Cour constitutionnelle se chargera de publier les résultats officiels, non sans avoir étudié toute éventuelle contestation. On passe à la Guinée où le capitaine Moussa Dadis Camara a été gracié ce vendredi par le président de la transition, le général Mamadi Doumbia. L'ancien chef de la junte avait été condamné à 20 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité dans le procès du massacre du stade du 28 septembre 2009. Les avocats des victimes comptent saisir la Cour pénale internationale. Des explications avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. À la surprise générale, vendredi, à la télévision nationale, c'est le porte-parole de la présidence, le général Amara Camara, qui a fait l'annonce. Le président de la République, vu la charte de la transition, sur proposition du garde des Sceaux, décrète, article 1er, une grâce présidentielle
est accordé à M. Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Mercredi, les autorités guinéennes avaient annoncé la prise en charge des frais d'indemnisation des victimes du massacre. Dans une interview accordée à France 24 vendredi, juste avant l'annonce de cette grâce, l'un des avocats des victimes avait affirmé. Les personnes qui sont condamnées pour des crimes très graves qui concernent des crimes contre l'humanité. Donc, si derrière cette indemnisation administrative, il y a des velléités d'octroyer des grâces, nous nous insurgerons contre cette décision, puisqu'on ne doit pas monnayer la souffrance des victimes à travers une indemnisation administrative et favoriser les coupables à ce qu'ils ne purgent pas leur peine. Les ONG qui accompagnent les victimes dans ce dossier envisagent désormais de saisir la Cour pénale internationale contre la grâce accordée au capitaine Moussa Dadis Camara. Allez, on passe au reste de l'actualité en bref et en images. Depuis le 25 mars, les États-Unis ont suspendu pour 90 jours la délivrance de visas aux ressortissants tchadiens, une mesure qui ne concerne ni les visas diplomatiques ni les résidents. N'Djamena regrette cette décision et appelle Washington à s'expliquer. Le Tchad figure sur une liste de 43 pays visés par des nouvelles restrictions migratoires, des fuites non confirmées à ce jour. Face aux tensions provoquées par l'expulsion de près de 1800 Maliens en situation irrégulière, le chef de la diplomatie malienne s'est rendu à Nouakchott. Bamako réclame un traitement plus humain. Les deux pays ont convenu de coopérer davantage avec un suivi consulaire renforcé, un travail d'identification et de faciliter les régulations pour certains migrants. À Jeddah, en Arabie Saoudite, le prince héritier Mohamed Ben Salman a reçu le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan. Une rencontre qui intervient alors que l'armée affirme avoir repris le contrôle total de Khartoum après près de 2 ans de guerre contre les paramilitaires des FSR, dans un conflit qui fait des milliers de morts et provoqué une crise humanitaire majeure. Et on passe à notre focus du samedi soir dans ce JTA, le pétrole, moteur de développement ou malédiction des ressources. L'Afrique produit environ 10% du pétrole mondial avec des géants comme le Nigeria, l'Algérie ou l'Angola, mais aussi des nouveaux entrants comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, de grands projets qui voient le jour au Mozambique, en Ouganda ou en Namibie. Mais alors que les majors investissent, que les raffineries se modernisent ou peinent à fonctionner comme celle de Dangote au Nigeria, une question revient: à qui profite vraiment l'or noir africain? Pour en parler, nous recevons Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l'énergie, consultant et professeur. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors, à $70 le baril et un coût de production estimé à entre 30 et 40 $, le pétrole reste rentable. Mais comment cette richesse est-elle répartie entre les États africains et les compagnies, tout simplement, les compagnies exploitantes? Alors, la répartition, effectivement, de ce qu'on appelle la rente pétrolière est un problème extrêmement important. Vous avez mentionné des chiffres. On va dire qu'il y a donc une marge, un bénéfice, comme on dirait quand on est au cours moyen. Oui. Il y a un bénéfice qui va se répartir entre l'État et entre les compagnies exploitantes. La particularité de ce qui se passe en Afrique, que je vais surtout parler d'Afrique de l'Ouest, donc depuis le Sénégal, qui est éventuellement la Mauritanie, jusqu'en Angola, c'est que les compagnies qui opèrent sont essentiellement des compagnies des majors, des compagnies étrangères. Et ça s'explique d'abord par le fait que, beaucoup par le fait que ce sont des compagnies qui ont des moyens importants et que l'essentiel de l'exploitation pétrolière se fait en offshore, c'est-à-dire en mer, et c'est assez compliqué. Donc il faut des compagnies avec des capacités. Le pétrole en Afrique, c'est relativement récent, donc les compagnies nationales qui existent, Petrosen au Sénégal, Petrosia en Côte d'Ivoire, NNPC au Nigeria, Sonangol existent. Elles sont d'ailleurs en partenariat avec ces sociétés, mais elles jouent un rôle encore relativement limité. Donc, quand je parlais de la répartition de cette rente, de ce bénéfice entre la compagnie et l'État, une grande partie de cette rente va à la compagnie, une partie va à l'État. Ça résulte des négociations qui sont plus ou moins compliquées, mais voilà un petit peu comment ça se passe. Pour les citoyens, maintenant, est-ce que la production de pétrole signifie concrètement une baisse des prix à la pompe ou tout simplement de l'amélioration de la vie quotidienne? Je pense au Sénégal, ceux qui se disent on a découvert du pétrole offshore, la vie quotidienne
des habitants, des citoyens va radicalement changer parce qu'il va y avoir la manne pétrolière. Est-ce que c'est vrai ou c'est une idée reçue? Alors, je vais essayer de faire court là-dessus. La plus mauvaise des solutions, à mon avis, ça serait de baisser les prix des carburants. Alors, le prix du carburant, je le sais, au Sénégal, il est d'environ 900-950 francs CFA par litre, c'est-à-dire 1,50 €, on va dire. C'est cher. C'est cher. C'est le même prix qu'en France, ou un tout petit peu moins, sachant que le pouvoir d'achat de la population n'est évidemment pas du tout le même. Alors, il y a évidemment, dans certains pays, je prendrai l'exemple du Venezuela, on va faire court là-dessus, il y a des pays où le prix de l'essence, c'est rien. Avec ce que vous payez pour 1 litre d'essence au Sénégal, vous faites le plein de votre voiture au Venezuela. Je dis bien, vous achetez 40 litres d'essence, quelque chose comme ça. Carrément. Ouais. Donc, mais vous voyez la situation du Venezuela. Alors, je ne vais pas avoir un discours caricatural, mais c'est quand même pas très... Donc, je ne recommande pas qu'on baisse le prix de l'essence parce qu'il y a du pétrole. Le pétrole au Sénégal, s'il était vendu à un prix très bon marché à la raffinerie pour faire de l'essence très bon marché, qu'on pourrait mettre... Donc, très bon marché dans les stations-service, ça veut dire autant d'argent en moins pour le pays, autant d'argent en moins à l'exportation. Donc, c'est pas une très bonne solution. Et pour la vie quotidienne, est-ce que ça va vraiment, est-ce qu'il va y avoir une rente pétrolière? Alors, est-ce que ça va changer radicalement la vie? Ce qui va se passer, c'est que, évidemment, là, vous parlez tout à fait justement de rente pétrolière. L'exploitation du pétrole de Sangomar, comme l'exploitation d'ailleurs du gaz de GTA, Grand Tortue Aménie, va rapporter de l'argent au Sénégal. Alors, c'est pas des fortunes, c'est pas non plus négligeable. À la louche, je dirais que Sangomar, ça va peut-être apporter quelques centaines de millions de dollars au Sénégal. C'est-à-dire comparer... Par an, oui, pardon, par an, tout à fait. Par an au Sénégal, c'est pas tout à fait négligeable quand on le compare à un PNB sénégalais qui est de l'ordre de 20 ou 25 milliards de dollars. Donc, c'est pas négligeable. Mais c'est pas non plus des sommes. Il y a eu beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de fantasmes, on a l'impression. Il y a eu beaucoup de fantasmes il y a quelques années. Il y a eu des polémiques qui, heureusement, se sont calmées. Bon, maintenant, la situation est que ça va rapporter de l'argent, des sommes qui ne sont pas négligeables, mais qui ne vont pas changer complètement la donne. Ça va permettre d'améliorer un peu les conditions du plan sénégalais émergent, par exemple, ça va permettre d'améliorer le taux de croissance, mais bon, c'est quand même un peu limité. Et parlons du Nigeria, par exemple, qui est un autre pays avec un autre cas de figure. Là-bas, il y a Aliko Dangote, qui est le milliardaire, un des hommes les plus riches du continent africain, nigérian, qui exploite, qui lui a lancé sa propre raffinerie. Est-ce que ça a changé vraiment la donne? Écoutez, le raffinage, bon, il y a deux choses dans le pétrole. Il y a la production, on vient d'en parler. Quand il y a du pétrole qui est produit, il y a de l'argent qui est généré et cet argent revient par le biais d'une sorte de taxe, si vous voulez, revient à l'État. On vient d'en parler pour le Sénégal. Au Nigeria, c'est la même chose. Il y a donc une production pétrolière relativement importante, même si elle a beaucoup décliné. On n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais elle a beaucoup décliné de 40% à peu près en 10 ans. Le gouvernement essaie de la relancer. Ça, c'est un aspect. C'est dans les mains d'une part de NNPC, la Société nationale, et de grandes sociétés pétrolières comme Chevron, Total et puis Esso. En ce qui concerne le raffinage, c'est une autre histoire. Donc, au Nigeria, il y avait la construction de plusieurs raffineries qui ne fonctionnaient pas bien. Et donc, M. Dangote, donc le milliardaire dont vous avez parlé, a construit une énorme raffinerie, très, très grande raffinerie. C'est une raffinerie qui est plus grande que n'importe quelle raffinerie en Europe. Elle fait, bon, je dis un chiffre, 30 millions de tonnes par an, c'est gigantesque. Et donc, mais cette raffinerie est une raffinerie, entre guillemets, privée. C'est-à-dire que M. Dangote achète du pétrole, négocie beaucoup avec le gouvernement pour que le Nigeria lui fournisse une partie du pétrole dont il a besoin, mais est également amené, comme la raffinerie est très, très importante, il a besoin de beaucoup de pétrole, à l'acheter un peu partout en Afrique, mais même, il a acheté beaucoup de pétrole aux États-Unis. Alors ça lui permet de faire beaucoup de produits. Une partie de ces produits va vraisemblablement aller sur le marché nigérian, qui en a besoin, parce que le Nigeria, sinon, importe beaucoup de produits, et le reste est exporté. Parlons cette fois-ci, Jean-Pierre Favennec, de la transition énergétique. Tout le monde parle de décarbonation partout. Quel avenir pour les projets pétroliers en Afrique? Y a-t-il un risque finalement d'investir dans des infrastructures qui vont très vite être dépassées dans la mesure où on parle quand même du besoin d'énergie du continent africain qui se développe? Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une dichotomie avec le discours sur la transition énergétique. Alors ça, c'est une très très bonne question. Alors, je vais être très clair là-dessus. L'Afrique, enfin, en particulier l'Afrique de l'Ouest, c'est 3 ou 4% des émissions de CO2. Donc, c'est pas violent. Et beaucoup de personnalités africaines, et je partage tout à fait leur position, y compris, par exemple, le président Macky Sall, quand il était président, disait toujours « Laissez-nous exploiter notre pétrole et notre gaz. On a besoin de ce gaz, par exemple, pour faire de l'électricité. Et l'Afrique a besoin de se développer, d'avoir l'accès à l'électricité. Il y a encore quelques pas à faire, même si le Sénégal est en bonne voie. Donc, laissez-nous exploiter notre gaz et notre pétrole pour avoir d'abord
faire face à nos besoins locaux et ensuite faire des recettes à l'exportation. Donc c'est très clair. Bien sûr, il faut voir ça de manière raisonnable, mais l'Afrique, je le répète, de toute façon, la production africaine de pétrole, la production d'Afrique de l'Ouest, puisque c'est celle à laquelle je m'intéresse le plus, c'est quelques pourcents de la production mondiale, donc ça va pas changer. L'essentiel du pétrole, il est produit au Moyen-Orient ou bien dans certains pays d'Amérique. Donc c'est pas tout à fait catastrophique. Maintenant, il est certain qu'il y a un point sur lequel il faut aussi insister, c'est que vous avez parfaitement bien souligné le fait qu'on peut se préoccuper de l'avenir. On se dit que le pétrole, c'est pas éternel, ce qui explique sans doute d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, le fait que beaucoup de compagnies étrangères se désintéresse, je dirais, en partie de l'Afrique. Il y a moins d'investissements, certainement, et donc ça pose la question du développement de la production pétrolière et gazière en Afrique. Merci beaucoup, Jean-Pierre Favennec. Merci d'être venu pour ce décryptage sur le JTA. On suivra évidemment ce dossier-là. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde ce soir, de Paris, en passant par Dakar, Sangomar, Lagos, partout. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. Au Honduras, la traite d'êtres humains est un véritable fléau et les autorités ont du mal à faire face. Ceux qui gèrent ces réseaux sont des professionnels et si on les met en prison, ils continueront de le faire depuis leurs cellules avec des téléphones. Ils ne s'arrêteront pas. Une menace permanente qui pèse surtout sur les femmes et les enfants. L'objectif de la traite, c'est l'exploitation sous toutes ses formes. L'exploitation sexuelle, mais aussi le travail ou la mendicité forcée. Alors parfois, la seule option est de fuir, dans l'espoir d'une vie meilleure. On peut en sortir, on peut chercher de l'aide. Ici, je me sens plus protégée, je me sens plus forte. Je sais que je peux m'en sortir. Reporter au Honduras, à voir sur France 24 et france24.com.